違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に乗ったんだ。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。放置すれば必ず次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそ今日ここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。Ryo Sensei connaît mieux One Piece que Oda. Partie 1. Je mentirais si je disais que j'avais pas été hypé par cette accroche des titres. Bon, mon état d'esprit est passé par plusieurs étapes avant de comprendre vraiment la portée du récit de cette vidéo. Dans la vidéo, il y a ma foi énormément d'interprétations personnelles. À ma première écoute, je me suis fait avoir. À la seconde écoute, quelque chose me dérangeait. À partir de la troisième, je me suis clairement dit « mouais, bof ». Il faut dire que dans un live précédent, l'auteur de la vidéo sous-entendait « je vais débunk Ryo » et croyez-moi, il ne va pas s'en relever. Donc comme tout bon spectateur qui veut que le spectacle continue et qui flaire l'odeur du sang, je me suis fait hyper. Je vais vous dire ce que moi je pense. Il faut accepter que dans une œuvre de fiction, l'objectif de l'auteur est de nous mener par le bout du nez. Et qu'au final, on croit une chose qui se révèle osef ou complètement what the fuck par la suite. Ce qu'on veut savoir, c'est la finalité de l'histoire, de la sous-intrigue, et si elle est cohérente avec ce qui nous est raconté. Oda nous met par exemple systématiquement dans le flou avec les amiraux de la marine. Ils sont sans cesse mis dans des situations ambiguës en termes de rapport de force. C'est des situations qui brouillent les éléments de comparaison fiables avec d'autres personnages qui sont potentiellement du même niveau. Ces situations sèment donc de réels doutes sur leur force brute concrète. Mais c'est ce que veut l'auteur. Il veut nous embrouiller. Et vous savez quoi? Ça marche totalement. Dernier exemple en date avec l'amiral Ryokugyu, quand il arrive à Wano avec King et Queen. Toutefois, même si ces situations sont clairement équivoques, les éléments de réponse existent dans le récit, dans ce que nous raconte l'auteur. Encore une fois, une question m'est venue en faisant cette vidéo. Et si la marine n'était pas un antagoniste principal dans l'œuvre? Bon, on y réfléchira dans une autre vidéo si vous le souhaitez et aimez ce format d'analyse. L'objectif de cette vidéo reste de montrer que dans le récit, dans le schéma narratif de One Piece, il est clairement suggéré que la marine est équivalente, tout au plus, à un équipage d'empereur. Cette déduction factuelle, donc tirée du manga, informera par voie de conséquence un niveau approximatif des commandants de Yonko et donc des amiraux de la marine. Pour aimer cette vidéo, il vous faut aimer l'analyse un minimum de One Piece. Si vous kiffez les rapports de force dans One Piece et les éléments de narration, c'est parti. Encore une fois, salut à tous, moi c'est Raylo-san, bienvenue et merci d'écouter et ou de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Ma chaîne débute et se consacre à l'analyse du récit et des personnages dans l'œuvre de One Piece. Alors n'hésitez pas, commentez, et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, car c'est en réalité le désaccord qui a permis à cette vidéo d'exister. Alors bonne écoute, ou bon visionnage. On va partir d'un postulat de départ, pour comprendre la logique d'organisation des pouvoirs dans One Piece. Marineford est le seul arc dans One Piece où les trois pouvoirs sont réunis. C'est le seul moment, à l'heure actuelle, qui peut servir de mesure d'étalonnage en termes de rapport de force. Cette guerre, quand on ne réfléchit pas trop, c'est deux pouvoirs contre un pouvoir. Marine plus Corsair d'un côté, contre Yonko. Donc avant d'aller plus loin, on va bien définir l'organisation de ces trois pouvoirs, et partir du bon pied. Premier pouvoir, la marine. La marine est une organisation compacte qui fait bloc. C'est un groupe militaire avec des grades, donc une hiérarchie clairement définie basée sur la force brute et individuelle des personnages. Soldats, capitaine, lieutenant, colonel, contre-amiral, vice-amiral, amiral, amiral en chef, chef d'état-major.
En marge de tout ça, on a le Cypherpole avec une hiérarchie bien à lui, mais basée sur la puissance de maîtrise du Rokushiki. Puissance qu'on ne va pas définir ici, car le Cypherpole ne prend pas directement part à la guerre de Marineford. Il s'agit d'une organisation homogène qui représente à elle seule un pouvoir. Face à un ennemi, la marine va faire front commun. 受けたからにはやりてえことがある。海軍、七部会、四皇、三大勢力の均衡はどうなる？さあ、崩してみなきゃわからんね。あの凶悪な海賊を王家七部会という制度のもと、一国の王と認め、この地に君臨させたのは紛れもねえ。世界政府にござんす。Second pouvoir, les 7 grands corsaires ou Shishibukai. Contrairement à la marine, il s'agit d'un groupe de pirates hétéroclites créé et nommé par le gouvernement mondial, dirigé par la marine qui les convoque en cas de besoin. Nous sommes dans un cas spécial, en fait c'est comme un partenariat public-privé. Les Shishibukai sont laissés libres de leurs agissements, mais répondent aux ordres de la marine. S'ils ne répondent pas aux sollicitations de la marine et ou aux convocations, leur titre peut logiquement leur être retiré. Il est nécessaire de signaler que les pirates entre eux sont rivaux. Sauf exception explicite d'alliance entre eux, les Shishibukai ne s'attaquent pas les uns les autres, sauf sur ordre du gouvernement. Par exemple quand Gnome Flamingo attaque Moria, ou quand la marine décide de remplacer les 7 grands corsaires après Dressrosa. Ce qui est important ici, c'est que ce groupe ne constitue pas de manière native un groupe homogène, sauf sur demande du gouvernement mondial. Que ce dernier a logiquement un pouvoir de dissolution unilatérale sur les 7 corsaires. Bien évidemment, il faut compter les capitaines ainsi que leur équipage. Bien sûr, s'ils en ont. Marshall D. Teach 22億4760万ベリー。赤髪のシャンクス40億4890万ベリー。シャーロット・リンリン43億8800万ベリー。百獣のカイド46億1110万ベリー。エドワード・ニューゲート50億4600万ベリー。海賊王ゴールド・ロジャー55億6480万ベリー。海賊史上この2人を超える懸賞金額はありませんが、カイドウ、ビッグマムの同盟が成立すればトータルバウンティで確実にそれを超えてくるでしょう。Troisième groupe, il s'agit d'un groupe constitué des 4 plus puissants équipages de pirates de ce monde, avec à leur tête généralement 4 des plus puissants pirates en force brute individuelle qui existent. Alors j'essaye d'être précis, ce sont les 4 plus puissants pirates en force individuelle du monde de One Piece, avec leur équipage. Dans ce groupe, 4 Yonko, les pirates ne sont pas alliés, ils sont rivaux et comme je le disais pour les Shishibukai, ils sont ennemis. Dans cette configuration, il n'y a pas d'alliance possible dans la timeline pré-Wano. De plus, il est impératif pour qu'il y ait équilibre des forces à l'intérieur de ce groupe que leur équipage soit de force, de puissance sensiblement identiques. Il n'y a pas de hiérarchie ou de classement clairement défini car ça n'apparaît nulle part dans le manga. Je m'explique. Chaque équipage doit craindre des dégâts en vie et en matériel extrêmement lourds dans le cas d'une attaque venant d'un autre Yonko. Dans le cas contraire, l'équilibre des forces sera rompu. Il faut que ça soit clair et absolu à ce stade de la démonstration. Par exemple, on a un Poe qui nous dit au chapitre 981 « De toute façon, les alliances de pirates ne finissent jamais bien. Même si on fait une alliance, ça reste risqué. » La rivalité et même l'animosité entre les 4 Yonko entraînent que le groupe des Yonko ne peut cumuler la puissance individuelle de chaque équipage. N'étant pas un groupe uni et organisé comme la marine, il est impossible de retenir la valeur cumulée des 4 Yonko réunis. Shanks, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche. Il faut partir de ce postulat de départ pour comprendre les rapports de force. Attention, mathématiques de niveau cours élémentaire 1. Si chaque Yonko vaut 100, le pouvoir Yonko qui s'oppose à la marine et aux Shishibukai
ne peut pas être égal à 400. Par conséquent, la marine vaut 100, les 7 Shichibukai valent 100, pour que l'équilibre soit viable et que la cohérence soit absolue. Cet état de fait est tiré du manga lui-même. On agarre au chapitre 432 qui nous montre l'équilibre des 3 pouvoirs après Enies Lobby. Donc la marine ou les Shichibukai pris séparément, je tiens encore à être précis, ne peuvent excéder en force brute plus du pouvoir d'un seul Yonko. De toute façon, l'existence même des Shichibukai est une preuve que la marine ne peut pas avoir une puissance égale au cumul des 4 Yonko. Alors attention, la marine peut être légèrement plus forte qu'un équipage Yonko, l'inverse est possible, et il en est de même pour les 7 Shichibukai réunis. Ce qu'il faut garder en tête, ce sont les conséquences résultant d'une attaque frontale en 1v1. Elles seraient catastrophiques pour les deux camps. En gros, si j'attaque Kaido, ma force militaire risque d'être fortement amoindrie en vie, ainsi qu'en matériel, et donc je n'ai aucun intérêt à le faire. Il en va de même si un équipage Yonko attaque la marine. Les conséquences seraient catastrophiques. Par conséquent, un équilibre se matérialise, logique mathématique, des déductions logiques, mais elles donnent de la cohérence et de la crédibilité au récit. Il s'agit d'une œuvre de fiction et le cerveau humain fait très vite le tri dans ce qui est logique et cohérent de ce qui ne l'est pas.夜としなみは越えられんか。白ひげ。一番恐れていたことが。こんな器具つけて敵の道場でも引けってのか。親父。勝敗は一瞬の隙で決まるんだよね。マルコ！よそ見したろ今。ジャズ！メイドへの引導、このわしが渡したろうかいの。Que veut nous raconter Eiichiro Oda avec l'arc Marineford? Dans la vidéo, il y a une phrase que je trouve dérangeante. Quand on fait des maths pour évaluer la puissance, on se perd très facilement. Cette phrase est très problématique car une évaluation ou une analyse doit se faire sur des critères objectifs. Un avis subjectif risque de multiplier les interprétations personnelles sur le récit et créer un chaos dans la cohérence perçue de l'histoire. Les éléments subjectifs sont présents pour épicer la narration et non pour lui donner du corps et encore moins de la cohérence. Un avis subjectif serait: l'équipage de Barbe Blanche a été écrasé, Barbe Blanche a été tué. Son équipage ne fait que s'enfuir en pleurant face à la marine, c'est donc une victoire écrasante pour la marine. La marine est donc beaucoup plus forte qu'un seul équipage Yonko et vaut bien 4 équipages d'empereurs. Un avis et un fait objectif seraient plutôt: Barbe Blanche est mort en protégeant son équipage, une partie de son équipage est restée en vie, dont son premier, troisième, quatrième commandant et même Izo qui est présent à Wano. L'équipage n'a pas été exterminé, le corps de Barbe Blanche et celui d'Ace ont été laissés aux pirates après l'apparition de Shanks le Roux, un des 4 Yonko sur le champ de bataille. Le même dénouement concernant Marineford, mais raconté différemment. La première avec une orientation spécifique et la seconde objectivement tirée de l'arc. Il est nécessaire de se baser sur les faits, sur les actions, sur les dialogues des personnages pour en faire sortir une matière fiable et factuelle. Ce que nous raconte l'auteur.